Notre invité de ce matin, c'est le directeur général de l'École nationale de formation judiciaire, Monsieur Senoussi Mahamat Ali, est là pour nous parler de la formation dans le domaine judiciaire en général et surtout des magistrats civils et militaires. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour. Ça va, vous allez bien? Ça va très bien, merci. Alors, merci d'accepter d'être de notre ce matin. On va parler de la formation des magistrats, sinon des acteurs judiciaires d'une manière générale. Déjà, parlez-nous un peu de vous, un peu de votre cursus, votre parcours qui est très riche. En fait, parler de soi n'est pas quelque chose de facile. Je préfère ne pas en faire cas. En revanche, je voulais sincèrement saluer l'ONAMA de penser à cette institution, cette école qui est quand même une institution très importante dans le dispositif national en charge de la prise en charge effective de la justice dans notre pays. Surtout que malgré les préoccupations du peuple tchadien, je crois dans différents forums, dans différentes occasions, quand on parle de la justice, il y a toujours des reproches, mais les médias n'ont pas accordé plus de possibilités aux institutions en charge de la justice pour communiquer avec le grand public. D'une part, peut-être aussi pour expliquer un peu les tendances lourdes, les procédures de fonctionnement de la justice. Oui. Parce que c'est important pour que les gens comprennent un peu comment ça marche aussi. Oui, oui. Certains ne comprennent pas, mais il faut qu'ils le comprennent. Et surtout, aussi pour répondre un peu aux reproches qu'on fait à la justice. Dès lors que la justice est le troisième pilier dans la construction d'un État, c'est-à-dire dans la répartition des pouvoirs, nous avons le pouvoir exécutif qui est le plus dominant. Tout le monde connaît un président de la République, un premier ministre, les ministres, quand vous voyez. Et ensuite, le pouvoir législatif qui est assuré par un parlement ou par les assemblées nationales, aussi c'est dominant parce que tout le monde les suit quasiment tous les jours pendant les sessions parlementaires où il y a des débats et les lois sont votées, etc. Et le pouvoir judiciaire. Donc pendant longtemps, depuis les indépendances, je crois, le Tchad a connu une justice très affaiblie. Ouais. Très affaiblie, de sorte que dans les années 90 déjà, on s'est rendu compte que dans tous les territoires tchadiens, il n'y a qu'une seule cour d'appel qui fonctionnait. Une centaine de magistrats. Et donc, toutes les règles qui concouraient au bon fonctionnement de la justice ne sont pas réunies. D'où l'inaccessibilité également de la justice par rapport aux citoyens. Ce qui fait que la justice vient de très loin, je vous dis de très loin. Et fort heureusement qu'à ce jour, nous avons déjà 5 cours d'appel, une cour suprême. Déjà, la cour d'appel fait foi d'une cour suprême à l'époque. Hein. Oui. Et donc maintenant, nous avons une cour suprême, nous avons 5 cours d'appel qui sont opérationnels. Et nous avons plus d'une quarantaine de tribunaux de grandes instances, ce qui fait que le Tchad revient de trop loin, avec à peu près 700 à 800 magistrats en activité, avec à peu près 400 greffiers et 500 agents de l'administration pénitentiaire, etc. Donc, vraiment, la justice vient de très loin, mais dans tout ça, il y a quelque chose de très important. Quand on construit quelque chose, je crois qu'il faut axer toute l'intelligence sur la construction de l'homme, ce qu'on appelle les ressources humaines. Dans la formation. Avant de parler de la formation, vous l'avez souligné à juste titre, la population décrit très souvent l'indépendance de la justice vis-à-vis du pouvoir exécutif. La dépendance, alors c'est pas l'indépendance, la dépendance. La dépendance, voilà. Merci de le souligner. Ça veut dire que vous voyez où je veux en venir déjà. Quand on parle de l'indépendance de la justice, les magistrats, déjà on appelle le président de la République le premier magistrat. Et les magistrats sont nommés par le président de la République. Comment peuvent-ils être indépendants face à un pouvoir qui les nomme? Ça, c'est une architecture institutionnelle qui est pratiquement adoptée par beaucoup de pays. Vous savez que le chef de l'État, en tant que responsable de l'exécutif, prend des actes de nomination. En revanche, au titre du fonctionnement, je crois, des précautions juridiques sont plus ou moins prises pour permettre aux magistrats de statuer. Je vais illustrer tout ça. Supposez qu'un juge soit nommé par un chef d'État. Les gens estimaient que l'exécutif a une mainmise directe sur tout ce qui se fait. Or, il se peut, et il doit y avoir des questions de nature politique, que les politiques ne vont pas laisser passer, ça c'est une évidence. Ouais. Mais en définitive, il y a, dans la justice, ce qu'on décrit souvent, ce sont les affaires civiles et commerciales en général. C'est que vous avez un conflit avec votre voisin, vous avez dans les affaires des problèmes avec quelqu'un, quand vous venez à la justice, il faut une assurance.
une assurance que la justice peut vraiment rester au milieu et trancher. C'est ça ce que les citoyens cherchent. Les questions politiques, c'est des politiques. On dit souvent que la politique a une mainmise sur la justice. Donc elle ne laisse pas fonctionner. Alors imaginez qu'un magistrat, dans son bureau, face à des affaires, avec ses principes éthiques et déontologiques, il voit deux personnes. En quoi un politique peut m'influencer, moi, si je ne suis pas intéressé, et ça je le souligne bien, si je ne suis pas intéressé à vouloir prendre la cause de l'une ou de l'autre partie. Donc l'idée, in fine, n'était pas l'influence des politiques, mais aussi de l'intérêt que tire un magistrat en statuant en faveur de l'un ou de l'une ou de l'autre partie. Peut-être que c'est le côté humain qui joue le plus. Ce n'est pas ça. Ça dépend de la tête. Lisez entre les lignes. Oui. Donc l'idée voulait dire que si le juge n'est pas intéressé par une contrepartie, et je parle de la corruption en milieu judiciaire, il s'en fiche de ce que le politique voudrait bien de lui faire. Parce que dès qu'il rend une décision en intime conviction, elle est rendue. Il est déchargé déjà de l'affaire. Qu'est-ce qui le si garantit? la personne n'est pas satisfaite, elle peut faire recours par ailleurs. Et donc, le juge à la cour d'appel peut également, nonobstant la pression des politiques, il les écoute. Les gens qui viennent faire peut-être c'est des militaires, ils mettent la pression, il dit d'accord, mais à la fin, il prend sa décision en intime conviction. Vous croyez que quelqu'un va revenir demain encore? Donc, le fondement un peu de l'indépendance de la justice, c'est l'intime conviction du juge avant toute autre chose. Et donc, le fonctionnement de l'ancrage institutionnel, notamment des différents organes, le Conseil supérieur de la magistrature, à la présidence de la République, a été toujours ainsi. Même en France, si vous voyez, ça a été ainsi. Mais certains pays ont fait en sorte que le CSM ne soit pas rattaché, le CSM, le Conseil supérieur de la magistrature. Ceux qui nomment, c'est l'organe qui nomme et qui assure le suivi de la promotion des magistrats aussi. Et même la discipline des magistrats en cas de faute, etc. Qui ne soit pas rattaché à... C'est-à-dire dans beaucoup de pays, certains pays maintiennent toujours son rattachement à la présidence, c'est-à-dire le chef de l'État préside. Mais des pays qui ont détaché cela. Donc ils l'ont fait en sorte que d'autres personnalités président ça pour assurer l'indépendance des acteurs judiciaires. Et pour le Tchad? Pour le Tchad, actuellement, le statut en vigueur, c'est le chef de l'État qui préside. Mais la réforme qui est en cours, il y a un groupe de travail qui travaille déjà sur les résolutions du dialogue. Et je crois qu'il y a dans la mise en œuvre des recommandations. Et donc, des décisions seront prises dans les jours à venir. D'accord. Monsieur le directeur, je pense qu'on va peut-être s'intéresser un peu à la justice militaire. Bon, après... Vous êtes dans la formation, donc vous allez nous expliquer quand même. Ça ne sera pas un secret d'État non plus ce matin. Comment se passe? Qui doit juger le militaire? Alors ça, c'est une question très simple. Parce qu'au départ, on ne parle jamais au Tchad de la justice militaire. C'est ça. Donc a priori, c'est la justice ordinaire qui juge les militaires. Or, au Tchad, on s'est rendu compte, et comme dans d'autres pays, que le militaire n'est pas une personne ordinaire. C'est une personne qui est exposée à des contraintes importantes, notamment physiques et morales, dans un environnement de violence. Vous voyez, c'est quand même spécifique. Juger un militaire qui agit dans un contexte non seulement de défendre un pays, mais de se défendre aussi et de prendre certaines précautions. Nonobstant ces conditions, je crois, il est limité, il est encadré par des règles qu'il doit respecter. Alors, il se trouve qu'il peut avoir une mauvaise appréciation. C'est pourquoi, quand vous voyez, même dans les pays industrialisés, il y a des dommages collatéraux qui sont constatés. Vous voyez des personnes le soir, après le coucher du soleil, des gens qui marchent dans une zone de guerre. Alors, c'est des civils, des simples civils, qui marchent comme ça, qui viennent de champs. Personne ne le connaît. Alors, puisque vous avez subi des tirs de loin, donc vous les tirez dessus, ils sont morts. Alors, on peut juger un militaire dans ce contexte pour apprécier est-ce qu'in fine, il a agi en respectant les règles pour se défendre, pour tirer sur ces gens-là, ou alors sans prendre les précautions d'usage, peut-être des styles de sommation, je ne suis pas du domaine, je ne connais pas. Peut-être qu'il va faire des sommations pour savoir si les gens ont des armes avant de le tirer dessus, etc. On apprécie son contexte. S'il a commis une faute, on le met en prison. S'il n'a pas commis une faute, qu'il a agi normalement, et donc on le laisse. Alors, dans ce contexte, je crois, le Tchad n'a jamais connu et n'a jamais eu la justice militaire. Avec les réformes récentes initiées par le chef de l'État, différents textes ont été adoptés lors de la première transition. Et donc, le Tchad a institué la justice militaire. Et donc, le président même de la haute cour de justice militaire qui a été nommé. Et donc, il y aura une haute cour de justice qui fait foi d'une cour suprême, pratiquement, de l'équivalent.
il y aura une cour d'appel au niveau national et des tribunaux militaires qui vont se mettre en place. Le texte prévoit également une école de formation des magistrats militaires. Il y a le texte. Mais puisque tout cela, pour le mettre en place, ça prendra du temps. Et donc, ils doivent être opérationnels compte tenu du fait que le Tchad envoie aussi régulièrement, je crois, nos forces dans les pays étrangers, je crois. Il était question de mieux encadrer nos militaires, que s'ils commettent des fautes, qu'on les traduise auprès de nos juridictions, parce qu'on ne les laissera pas être jugés quand même à l'étranger, mais on les fera traduire dans nos juridictions pour les juger. Alors, c'est comme ça que le ministère de la Défense a saisi le ministère de la Justice à l'effet donc d'entamer la formation. C'est ce qu'on a essayé de faire. Donc, le concours récemment organisé en août 2022 a permis donc de recruter des magistrats civils et aussi des magistrats militaires qui vont commencer. Pour la première fois au Tchad, oui. D'accord. Ah, mais ça, voilà. Donc, ils vont subir une formation militaire, d'ailleurs, de 6 mois déjà, pour s'imprégner des réalités militaires sans lesquelles on ne peut pas apprécier les militaires. Donc 6 mois de formation militaire et une formation quand même du même niveau que les magistrats civils. Et ensuite, on va faire venir des experts des pays étrangers. On a ciblé 3 pays déjà, d'où les experts vont venir pour leur donner un peu leur expérience en matière de fonctionnement pratique de la justice militaire. Donc pour qu'ils soient véritablement opérationnels. Ça veut dire qu'il y a une prise de conscience à un certain niveau de l'État, surtout pour les militaires, qui ont une sorte d'automatisme dans la pratique de leur métier d'armes. Vous conviendrez avec moi qu'il y a un travail psychologique qui est fait dans la formation des militaires, comme quoi ils exécutent sans discuter les ordres. Alors, quand l'ordre vient d'en haut, eux, ils appliquent l'ordre. Ne voyez-vous pas de difficulté à juger un militaire et lui mettre devant ses responsabilités dès lors qu'on parle d'exécution automatique? C'est comme des machines qui exécutent des ordres. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire contextualiser le fonctionnement des militaires, c'est quand même c'est aussi une justice. C'est-à-dire reconnaître en soi déjà que c'est pour ça, vous voyez, quand dans les pays occidentaux, il y a des institutions en charge des militaires qui reviennent des zones de guerre. Parce qu'il y a un effet psychologique qui les affecte, on l'appelle quoi, j'ai oublié, mais un effet psychologique, donc on les prend en charge pour vraiment les gérer pendant une longue période. Mais dans tout ça aussi, il y a une bonne partie, vous voyez que pendant les Américains, pendant la guerre du Golfe, plus de 40 000 militaires américains n'étaient pas opérationnels par la suite. Certains sont devenus fous, d'autres se sont suicidés, d'autres ont tué leur propre famille, vous voyez, là où on est arrivé. Donc ça veut dire que les personnes agissent dans un contexte véritablement difficile. Donc il faut vraiment les comprendre avant de les juger. Ça, c'est très important. D'accord. Alors revenons globalement à la conviction du magistrat, vous l'avez énuméré tout à l'heure. Dans la formation, qu'est-ce que vous mettez pour que cette conviction-là soit vraiment une conviction d'honneur, d'homme d'honneur qui n'a pas d'influence de qui que ce soit? Alors, pour répondre à cette question, puisque je sais qu'à la fin, vous allez me dire que le temps est épuisé. Je connais votre façon de travailler parce que vous êtes limité. Alors, je vais profiter pour commencer pour parler un peu de la justice en lien avec le climat des affaires. Et ensuite, je finirai, je crois, avec la notion d'ultime conviction. Parce que l'autre, voilà. Donc, la notion de lien entre la justice et le climat des affaires est quand même très important. Cette corrélation fait que chaque pays doit tenir compte de 3 axes essentiels pour que quelqu'un qui veuille bien venir investir dans un pays en tienne compte. Le premier pilier, c'est les infrastructures. Il faut des minimum quand même acceptables dans un pays. Le deuxième pilier, c'est le cadre légal, c'est-à-dire les différents textes qui respectent les standards internationaux. Le troisième axe, c'est l'administration, une administration moderne, proactive, capable de répondre aux besoins de l'administration et des usagers. Vraiment performante, ça j'insiste beaucoup. Et troisièmement, en cas de litige, que la justice soit capable de trancher entre les différents dans un conflit. Alors, ce dispositif fait que au Tchad, je crois, les différents rapports, notamment de Dune Business, de la Banque mondiale, qui est déjà suspendu depuis 2 ans, les différentes évaluations du Fonds monétaire international dans le tableau risque pays qui évalue un peu le pays suivant leurs contraintes. Il y a le rapport Mo Ibrahim et surtout le célèbre rapport de Transparence internationale. Et différentes d'autres études aussi qui établissent que différents pays ont
une justice qui n'est pas opérationnelle. Ok. Au motif que quand vous venez dans un litige, avant même d'être dans un litige, un homme d'affaires a besoin de prendre ce qu'on appelle les précautions. Ce qu'on appelle les précautions légales. Donc vous inscrivez des clauses dans un contrat pour dire que s'il y a un conflit, il faut que j'obtienne mes droits, je gagne à travers telle procédure. Vous vous convenez. Alors quand il y a ce qu'on appelle ça les prévisions légitimes des parties, c'est-à-dire vous prévoyez qu'à l'avenir, s'il y a un incident, vous allez finir comme ça. Et quand vous venez à la justice, vous allez présenter le dossier et finalement, vous voyez, le juge ne suit pas ce que vous avez prévu dans le contrat. Ce qui fait que c'est véritablement biaisé. Donc l'intime conviction du juge, c'est pas abstrait. Hein. L'intime n'est pas abstraite. Il y a des critères objectifs. On ne peut pas ne pas se contenter des faits et des textes et des lois pour construire une conviction. La conviction a besoin des faits. Comprendre d'abord réellement les faits et adapter les faits aux textes des lois. Et sur cette base, maintenant, construire une conviction. C'est-à-dire la conviction, c'est un juge A, un juge B, un juge C puissent avoir véritablement et quasiment la même conviction dans une affaire. Et ça passe c'est ce qu'on appelle l'intime conviction. Par la formation. Mais merci. certains utilisent cette notion pour dire que, en fait, pour prendre des décisions biaisées, pour le fait de corruption souvent, et ils disent non, j'ai pris ma décision en intime conviction. Non, c'était pas vrai. D'accord. Merci, monsieur le directeur général. Merci beaucoup. On ne va pas lui dire qu'on a épuisé nos minutes, parce qu'il a déjà dit. Il est avisé. Et je n'ose pas lui dire que je n'ai pas posé assez non plus de questions. D'accord. Je suis restée sur ma soif, j'ai beaucoup de questions. On y reviendra une autre fois.